Mais par contre, je suis là, hein. Ouais, ben ça y est, maintenant on est en direct, on Alors, va pas tarder à... voilà. Je vais peut-être juste garder la vidéo au tout début, histoire de montrer ma tête et que c'est un peu Ouais, plus voilà, personnel. Mais après, dès que je passe le diaporama, ça devrait ouais. Ah ben ça y est, c'est prendre parti. Ça y est, moins ça y est, pomper ma on y qualité. est. Alors, tac. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live organisé par le SNES avec le collectif Du côté de la science. Vous avez l'habitude de nous retrouver, en tout cas pour le SNES, sur des lives Facebook. C'était quelque chose qu'on avait commencé à faire lors du confinement. Et dans cette situation assez exceptionnelle qu'on connaît, on a choisi de faire un live, pas tout seul, mais avec le collectif Du côté de la science qui regroupe des médecins, des chercheurs, des épidémiologistes, des enseignants aussi, parce qu'il nous semble important, dans le contexte actuel, d'avoir aussi l'éclairage de scientifiques. On entend beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses, et nous, au SNES FSU, il nous semble important de pouvoir donner la parole à tout le monde, de croiser les regards, croiser les approches, pour avoir le plus d'informations possible. On est dans une situation où on parle de protocoles sanitaires renforcés, mais où dans les établissements, on voit très bien que ce n'est pas forcément le cas. Et on voit très bien qu'il y a plein de questions qui se posent d'une manière ou d'une autre sur ce fameux protocole sanitaire. Et donc, on a fait le choix de donner la parole à des chercheurs pour nous éclairer sur ces questions scientifiques et puis également pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions sur la page Facebook. On essaiera d'y répondre en direct et sinon on y répondra un peu plus tard. Et puis, après ces interventions, on fera aussi un petit point sur la situation dans l'éducation nationale. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Mickaël Rochois qui va pouvoir se présenter et puis présenter un peu tout ce qu'il a à nous dire sur la situation sanitaire. Mickaël, c'est à vous. Bonjour, merci Sophie. Je vais tout de suite vous partager mon écran pour le diaporama si j'en ai la possibilité. Pour vous parler en ce qui me concerne des chaînes de contamination, ensuite ce sera Eric Billy qui vous parlera de l'aération. Alors, excusez-moi 2 secondes. On fait ça comme en vrai avec le... Ah oui, donc avec les petits aléas, donc il faut que j'ouvre préférences système, que je clique sur Zoom, qui me demande de quitter, donc potentiellement je vais quitter et revenir. Euh, J'arrive tout de suite. Hop. Ah non, peut-être pas. Attendez, je retente un truc. Voilà, voilà, normalement vous voyez mon écran, je pense. Oui, C'est bien le cas? Oui, pardon. oui. Donc, je suis le docteur Michael Rochois, je suis médecin généraliste donc, et membre du collectif Du côté de la science qui s'est créé en août. Vous m'avez peut-être entendu parler de moi vaguement avec le collectif Stop Postion qui est un peu plus ancien. Je n'ai pas de conflit d'intérêt financier, politique ou quoi que ce soit avec tout ce que je vais dire par la suite. Donc, on va parler là des chaînes de contact et des contaminations. Les chaînes de contact et contamination en 5 questions. Est-ce que les enfants de 11 à 17 ans sont contaminés? Est-ce que l'évolution de ces contaminés diffère des autres classes d'âge? Est-ce qu'ils peuvent faire des formes graves? Est-ce qu'ils peuvent être hospitalisés, aller en réanimation? Est-ce qu'ils sont contaminants, les 11-17 ans? Et s'ils sont contaminants, est-ce qu'ils sont moins contaminants, plus contaminants? Est-ce qu'ils peuvent contaminer toutes les classes d'âge aussi? Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions pour redresser un tableau de la part des 11-17 ans dans la propagation de la pandémie à Covid-19. Donc, la première grande partie, est-ce qu'ils sont contaminés? La réponse est simple, c'est oui. En semaine 36, la semaine de la rentrée, il y avait 6900 enfants de 10 à 19 ans qui étaient positifs dans les données Géode de Santé publique France. Et cette semaine, c'est les chiffres d'hier, c'était 27 250 sur la semaine pour cette tranche d'âge. L'évolution, la courbe que vous avez vue, elle est similaire pour toutes les classes d'âge, les 20-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, etc. Avec des nombres qui sont plus importants pour des raisons qu'on pourra expliquer un peu après. Marqué chez les 0,9 ans, comme vous voyez ici, 0,9 ans qui ont moins de cas positifs, encore une fois, avec des raisons d'asymptomatiques. On peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas l'effet Jean-Michel Blanquer avec son protocole sanitaire allégé justement en semaine 39 et qui du coup inciterait à revoir cette définition du contact où il faut 3 cas à l'école pour définir un contact, alors que partout ailleurs, sur tout le territoire, on dit un cas égale un contact.
en entreprise, si vous êtes en contact avec une personne, vous n'attendez pas qu'il y ait 3 personnes positives dans l'entreprise avant de vous alarmer. Donc la deuxième question, sous-question dans les contaminés, c'est est-ce qu'ils pouvaient être hospitalisés? Est-ce qu'ils pouvaient faire des formes graves? La réponse est là aussi oui. Assez peu quand même, ça c'est quelque chose qui est heureux, c'est que hier, il y avait 58 personnes de 10 à 19 ans qui étaient hospitalisées en France, dont 4 en réanimation. Et alors juste pour l'information, pour les 0-9 ans, je sais que ce n'est pas de eux dont on parle, mais comme c'est important, c'était 111 dont 18 en réanimation, d'où l'intérêt aussi du port du masque chez les plus jeunes. Après, évidemment, il faut imaginer la famille, les 10-19 ans ont potentiellement de la fratrie dans les 0-9 ans, donc il faut avoir un protocole qui est renforcé partout. Je parle du masque, c'est un peu mon dada, mais bien sûr, ça veut dire aussi ventilation dans toutes les classes d'âge, et puis limitation de la densité par des demi-groupes ou des choses comme ça. Je pense qu'on en reparlera aussi. Les 10-19 ans sont donc la classe d'âge avec le nombre d'hospitalisations le plus faible. Je vous détaille très rapidement, mais vous voyez là sur les 50-59 ans, c'était 2186. Et au maximum, hier en hospitalisation, c'était les 80-89 ans qui, comme vous le voyez, ont même dépassé le nombre d'hospitalisations qu'il y avait en avril, en plein milieu du confinement. Donc là, comme le confinement n'est pas total, n'est pas identique, eh bien, on va se retrouver avec un nombre d'hospitalisations bientôt qui aura largement dépassé, et donc des chiffres de mortalité qui eux aussi vont dépasser. Pourquoi a-t-on entendu que les enfants ne sont pas contaminés pendant un certain temps? Eh bien, tout simplement parce qu'on se basait beaucoup sur des études qui étaient faites pendant le confinement en France. Mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs, par exemple aux États-Unis, en avril, les enfants représentaient 2% des cas, mais ils étaient aussi confinés. Et maintenant, en octobre, ils représentent 11% du nombre total de cas qu'il y a eu aux États-Unis de PCR positifs à la Covid-19. En Israël, du 27 janvier au 24 septembre, sur 678 000 tests qui ont été réalisés chez des enfants, eh bien, 8% étaient positifs. Et sur quelques 2 millions qui étaient réalisés chez des adultes, eh bien, 6% étaient positifs. En Suède, où les écoles sont restées ouvertes, la séroprévalence était de 7% à peu près avant 19 ans, et la même séroprévalence entre 20 et 64 ans. Donc finalement, les enfants se contaminent tout autant si on les laisse se contaminer. Bien sûr, si on regarde les études qui ont été faites en France quand il y avait la période de confinement, il y a eu moins de contaminés, mais c'est parce que les enfants, ils n'allaient pas prendre les transports en commun seuls. On n'avait pas des enfants de 6 ans qui étaient dans les transports en commun, des enfants de 8 ans qui étaient en train de faire leurs courses, je le rappelle, en mars, avril, mai, les courses se faisaient sans masque, donc ils n'allaient pas se contaminer dans ces endroits-là. Donc forcément, les adultes représentaient plus de contaminés. Une autre raison pour laquelle les enfants semblent moins contaminés quand on regarde les chiffres, c'est qu'ils sont moins souvent testés, parce qu'ils sont plus souvent asymptomatiques, c'est jusqu'à 50%. Enfin, c'est une grosse fourchette, c'est un râteau quasiment 20 à 50%, mais c'est vraiment très variable selon les études. Les enfants ne sont pas testés. Si on considère qu'on n'a pas de cas index avant 3 cas, forcément on teste moins. Et puis, l'écouvinage nasal peut être perçu comme traumatisant, donc il est moins fait. Et quand il est fait, il est probablement moins bien fait chez un enfant même de 9, 10, 11 ans que chez des adultes qui vont être plus compliants à ce geste. Et donc, il y a une étude en Bavière qui montrait par exemple qu'un taux de prévalence d'anticorps qui était 6 fois supérieur au taux de déclaration chez les enfants. Donc, les enfants sont contaminés, ils font peu de formes graves, c'est heureusement, mais nous vivons une situation qui est assez exceptionnelle. Alors ça, c'est un schéma qui n'a aucune valeur sur les nombres, évidemment, mais vous voyez, en janvier-février, il y avait école, mais peu de virus. Là où il y a eu plus du virus, eh bien, finalement, les écoles présentielles étaient fermées. Je sais très bien que les instituteurs et les professeurs du secondaire ont largement travaillé pendant cette période. Quand l'école a rouvert le 17 mai, en juin, il y avait peu de virus. Puis après, l'école a refermé juillet-août et le virus reprenait tranquillement de l'ampleur. Et là, on est vraiment dans cette situation exceptionnelle où on a à la fois du virus de façon importante qui circule et on a des écoles qui sont ouvertes, donc avec un grand brassage d'élèves. C'était pour la partie contaminée. On va parler de la partie contaminante. Je vais faire assez bref, vous inquiétez pas. Le 6 août, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies disait que quand ils sont symptomatiques, les enfants transmettent le virus dans des quantités similaires aux adultes et peuvent infecter les autres de la même façon que les adultes. Voilà, je pense qu'on a déjà pas mal répondu à la question. La question reste ouverte. Et ils doivent être difficiles à mettre en évidence symptomatiques. Je deux, trois exemples.
un de ces exemples, c'est les contaminations entre enfants avec un taux d'attaque de 44%. Alors, c'est lors d'un camp de vacances en Géorgie, il y a 80 été positifs. 44%. Donc, le Covid peut se transmettre, la Covid peut se transmettre dans cette situation de colonie de vacances, probablement, si on extrapole, d'internat, de cours de récréation. Dans les foyers, maintenant, comment ça se passe? Une autre étude qui a été menée dans le Tennessee et le Wisconsin entre avril et septembre représentait 9% des cas positifs et donc 9 sur 101 qui avaient été incluses dans cette étude. Les 100 passent en contact avec un 12-17 ans. Donc ça représentait 16%. C'est clair, mais en gros, les enfants de 12 à 17 ans représentaient 9% des cas positifs, mais étaient responsables potentiellement de 16%. On parle d'une tranche d'âge de 12-17 ans, donc de 5 années, ici, qu'on retrouve entre le 9 et 64. Donc, vous voyez, ils sont tout aussi contaminés dans ces finis là-dessus. Oui, la plus grosse étude de tracing de contact qui a été menée, leur contact, ils avaient été en contact avec 431 personnes de 0 à 4 ans et 32 étaient positifs, donc 7%. Ils avaient pu contaminer 11% des 5-17 ans, 6% des 18-29 ans, etc. Donc vous voyez, ils contaminent toutes les tranches d'âge. Il y a un chiffre là qui est un nombre qui est un peu étonnant, les 13% pour les plus de 85 ans. C'est parce qu'en Inde, il y a une vie en communauté qui est un peu différente avec les grands-parents éventuellement qui peuvent vivre avec les enfants. Et juste pour vous montrer, encore une fois, on est entre 6 et 13% ici. On a globalement la même chose chez les 0-4 ans, on a à peu près la même chose chez les 18-29 ans. Et ici, chez les 30-39 ans, les 40, etc., toute tranche d'âge contamine toute la population. Donc, il n'y a pas un mur qui existerait qui ferait que les enfants ne pourraient pas contaminer les adultes ou quoi que ce soit. Pour résumer, mes messages clés, c'est que les enfants de 11 à 17 ans sont contaminés. L'évolution ne diffère pas des autres classes d'âge. Ça a pu différer quand on était en train de faire des études lors du confinement parce que les enfants ne prenaient pas le métro pour aller faire leurs courses chez Auchan. Ils peuvent faire des formes graves, rarement, et ça c'est bien. Ils sont contaminants envers toute classe d'âge et leur pouvoir de contamination ne diffère pas des autres classes d'âge. Voilà. Donc il y a mon mail qui s'affiche ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour la suite. Alors, merci, merci Mickaël. On va pouvoir arrêter le partage d'écran. Et effectivement, revenir tous les trois à l'écran. Merci pour toutes ces précisions hein, qui remettent au clair un certain nombre de choses par rapport aux affirmations qu'on a pu entendre, notamment dans l'éducation nationale. Il y a peut-être des questions qui sont en train d'arriver. On va tranquillement les reprendre et éventuellement revenir vers vous juste après. Mais pour l'instant, on va laisser la parole à Éric Billy donc pour un autre éclairage complémentaire de ce qui vient d'être présenté par Mickaël. Éric, c'est à vous. Je suis pas autorisé. Pour, A priori, ouais, je suis pas autorisé à partager mon écran. Si, c'est bon. Non. Mickaël, c'est Mickaël qui va vous autoriser à. Voilà, désolé, Voilà. je maîtrise mal l'outil Zoom, c'est la première fois que je deviens animateur sur Zoom. Voilà, il y a un début à tout dans cette situation. Donc, normalement, maintenant, c'est à Éric avec la possibilité de partager son écran. Voilà, désolé. Alors, c'est parti.
Dites-moi si ça fonctionne. Oui, c'est bon. Ok, vous l'avez en mode présentation. Hein. Mm. Ok. Oh, je vois plus mon écran. Magnifique. Ok. Bonjour. Je suis chercheur en immuno-oncologie. J'ai rejoint le groupe du collectif du côté de la science au mois d'août au moment de sa création. Et donc, le but est effectivement d'apporter une information sur la partie aération dans le contexte de la pandémie. Je voulais juste faire un petit résumé quand même bien pour différencier ce que Mickaël, un des hobbies de Mickaël, on va dire dès le début, qui a été en fait les postillons, avec effectivement Stop Postillon qui a été une grosse partie de son travail dès le début de la pandémie. Moi, assez tôt, je me suis intéressé à la partie aérosol et la charge virale au moment de l'infection. Donc, pour bien remettre dans le contexte, vous avez les postillons qui sont des toutes petites micro-gouttelettes, hein, d'accord, mais qui sont quand même une certaine diamètre, il y a un certain poids. Et donc, en fait, elles vont tomber quand même assez rapidement. Ces postillons-là, on verra, il y a un moyen pour les bloquer. Après, on a la partie des aérosols qui ont donc des micro-gouttelettes, mais tellement fines en fait qu'elles sont très très sensibles au flux d'air dans une pièce. Et donc, vous allez pouvoir avoir des aérosols qui vont contaminer et qui vont arriver à proximité d'autres personnes à des distances au-delà des fameux 1 mètre. Et donc, ce que j'ai marqué ici, 2 mètres et plus. Donc, en fait, si on regarde un petit peu les voies d'infection pour une personne, donc à droite, qui serait, elle, pas contaminée, par rapport à une version à gauche qui, elle, est contaminée, cette personne-là, quand elle tousse, elle va relâcher des postillons. Ces postillons-là, en fonction de leur taille, vont avoir, on va dire, une évolution qui va être un petit peu différente. S'ils sont très, très lourds, ils vont tomber, donc ils vont tomber soit sur le sol, mais ils vont tomber sur un bureau, sur vos stylos, sur, effectivement, potentiellement de la nourriture, on verra. Et s'ils sont très petits, ils vont en plus se promener dans l'air. En étant dans l'air, ils vont les micro-gouttelettes, il va y avoir un effet d'évaporation, donc plus ils vont devenir petits, plus ils vont rester dans l'air et longtemps, et donc on va avoir une diffusion aérienne. Et donc on va avoir différentes voies en fait de contamination de la personne à droite. Si on regarde, vous voyez, en fait il y a des WC aussi qui sont indiqués sur le schéma, et c'est un des points qu'on voudra amener. Les toilettes sont réellement du fait qu'on retrouve le virus qui attaque pas mal quand même, à peu près 30%, chez 30% des patients, il y a des symptômes gastro-intestinaux. On va donc en retrouver dans les selles, et donc quand vous tirez la chasse d'eau, vous créez un aérosol très contaminant aussi. Donc en fait, dans le contexte des écoles, c'est quand même très très important d'avoir à la fois la partie, on va dire, aérosolisation qui est due à la voie, et la partie aérosolisation qui va être due aux toilettes quand les personnes contaminées y vont. Donc en fait, on a 2 sources de postillons, et donc là, cette personne-là va quand même devoir faire face à différentes sources de contamination qu'on peut bloquer de manière différente. Quand vous avez des postillons, d'accord, qui vont être potentiellement soit directement, si la personne est à moins d'1 mètre et vous vous retrouvez avec un éternuement en plein visage, vous allez avoir effectivement besoin de votre masque. Donc votre masque vont bloquer les postillons portés pour la personne qui est malade, donc ils vont rester à l'intérieur du masque. Pour la personne qui n'est pas malade et qui sera protégée, parce que les postillons vont être bloqués par le masque dû à leur taille. Tout ce qui est postillons qui ont été déposés sur des outils, des ustensiles, un clavier d'ordinateur par exemple, etc., vous allez potentiellement les toucher avec les mains, les porter à votre bouche. Il est donc essentiel à ce moment-là d'avoir les lavages des mains, l'utilisation du gel hydroalcoolique pour éviter ce qu'on appelle le contact indirect, où effectivement il va y avoir un intermédiaire entre l'émetteur et la personne contaminée via une source, une surface, n'importe quoi. D'accord ? Vous avez aussi l'aspect donc des règles sanitaires par rapport à l'ingestion de l'aérosol. Et donc, quand je dis règles sanitaires, c'est que si quelqu'un, un cuisinier par exemple, ne porte pas son masque quand il fait la cuisine en restauration, il est évident que s'il éternue ou par rien que le fait, parce qu'on génère rien qu'en parlant, en respirant, on génère des postillons et des aérosols, ça va se retrouver sur la cuisine, d'accord ? Vous allez le manger. Donc, en fait, il y a une durée de vie pour le virus, j'en discuterai un petit peu, mais il n'empêche que déposer sur la nourriture, si vous l'ingérez, vous attrapez. En fonction de la quantité de virus, vous risquez de développer la maladie.
Donc ça, c'est tous les aspects, on va dire, qui sont contrôlables parce qu'en fait, on a un moyen d'éviter ça. D'accord, on met des masques, on se lave les mains, on garde une distance. La partie aérienne a été assez pendant longtemps occultée, on va dire, mais par contre, on a réellement un aspect diffusion aérienne qui est bien démontré à l'heure actuelle et qui est potentiellement la voie majeure de contamination. En particulier puisque le virus va aller directement dans un lieu où il adore effectivement infecter et se multiplier, qui sont les poumons. Et donc, pour bloquer ça, il nous faut une aération et des masques. Donc, en fait, comment améliorer l'aération? Donc, si vous avez une ventilation, si vous êtes dans une école assez récente, vous avez un système VMC, ben, la direction doit juste se rapprocher des services techniques et assurer à l'heure actuelle les recommandations de l'EMS qui est de changer, avoir ce qu'on appelle un taux de remplacement de l'air dans la pièce qui est égal à 6 fois, ça veut dire par heure. C'est-à-dire que toutes les heures, il y a un flux d'air qui permet en fait de changer 6 fois le volume d'air de la pièce toutes les heures. Si ça, ce n'est pas faisable parce que vos pièces, vous n'avez pas de ventilation, parce que il y a pas possibilité d'ouvrir les fenêtres aussi bien, il y a quand même des moyens d'améliorer l'aération. La première, c'est évidemment le système allemand que je trouve qui est très pragmatique, c'est-à-dire que les fenêtres sont fermées, ben, il va falloir quand même amener de l'air à l'intérieur, et ben, on ouvre les fenêtres. On ne sait pas réellement si le système de la VMC fonctionne, c'est pas gênant, on ouvre les fenêtres, ça ne change pas le mécanisme de la VMC. Donc vous ouvrez les fenêtres, les Allemands ont préconisé, parce que ça, a priori, ça marche partout, c'est d'ouvrir les fenêtres toutes les 20 minutes, 3 à 5 minutes. C'est plus important d'ouvrir plus fréquemment pour un temps court que moins fréquemment avec un temps long. La deuxième chose, c'est d'utiliser les VMC si on les a. Un moyen pour vérifier la qualité de l'air, c'est d'avoir un détecteur de CO2. Ça coûte pas très cher et on en parlera, je dirais, sur le site. Il y a des informations. Il y a un Fab Lab de Supélect qui s'appelle La Fabrique, qui à l'heure actuelle est en cours. Ils font des prototypes justement de très très peu cher de détecteurs CO2 qui pourraient être utilisés dans les classes pour toute la partie hivernale qui arrive. Vous pouvez utiliser des ventilateurs pour créer les flux et utiliser aussi des purificateurs dans le cas réellement de pièces qui ont quasiment pas de capacité d'aération. Un des moyens aussi d'éviter ça, c'est, comme je disais, le risque accru, il est au niveau des repas, c'est gérer le flux des personnes, donc effectivement dans le protocole, se déplacer les profs et laisser les élèves toujours dans la même salle, c'est quand même la solution, une des solutions majeures à mettre en place pour éviter le flux des personnes, et aussi adaptation des lieux de cours en fonction de si c'est possible. Alors là, vous avez la forme hybride, le distanciel, etc. Voilà, juste pour vous donner un petit peu une idée de la qualité de l'air, pour vous montrer à quelle vitesse en fait on mesure la qualité de l'air par rapport à la quantité de CO2. Ça, c'est ce que je voulais dire. J'ai peut-être inversé les dias à ce niveau-là, mais la qualité d'air, alors la dia est en anglais, mais la qualité d'air optimale, elle est entre 800 et 1000 ppm. D'accord. Au-delà de 1000 ppm, on considère que déjà aussi votre risque d'aérosolisation, puisque le CO2 traduit en fait un enrichissement en aérosol, il y a une corrélation, et donc en mesurant le CO2, vous pouvez imaginer à peu près la quantité d'aérosol que vous avez dans la pièce. Et donc à ce moment-là, il faut aérer à ce moment-là. Et donc là, par exemple, ça a été réalisé par une des personnes qui a contribué à la réalisation du document spécifique sur la qualité de l'air à l'aération. Et donc, vous avez un système qui vous montre que très, très rapidement, en l'espace à peu près d'une heure, vous atteignez des taux de CO2 en ppm, hein, sachant qu'on doit, donc j'ai dit, on reste entre 800 et 1000. Vous voyez que là, grosso modo, en l'espace de 30 minutes, et donc ça correspond un peu aux recommandations allemandes. En l'espace de 30 minutes, vous retrouvez les taux qui sont au-delà de ce qui est bon. Par contre, ce que vous voyez clairement, c'est que dès que vous ouvrez les fenêtres sur la partie droite, assez rapidement, en l'espace de 5 minutes, vous retombez à des taux corrects, alors que vous êtes parti sur des taux de 3000 ppm. Donc en fait, si vous faites rapidement et souvent des aérations, vous allez rester dans une zone de sécurité. Rapidement, c'est dans le document, mais je veux les mentionner, il y a des purificateurs. Vous pouvez les utiliser en particulier dans les lieux où il y a difficulté à ventiler. Ce sont des équipements qui coûtent un peu plus cher. Il faut utiliser uniquement ceux avec filtre EPA et qui sont certifiés. Réellement, ça c'est important.
Une deuxième chose, les ventilateurs, ça peut être aussi une solution, en particulier pour les pièces qui n'ont qu'une seule, qui n'ont les fenêtres fermées et qui n'ont qu'une porte. Mais là encore, effectivement, il faut se rapprocher des services techniques. L'idée, comme on l'a mis dans le document, c'est de créer, en fait, on fait sortir, on cherche à faire sortir l'air qui est dans la pièce, de façon à ce qu'en fait, ça fasse un appel d'air via le couloir et qui permette en fait de faire un changement d'air. Vous pouvez le faire aussi si vous avez des fenêtres qui s'ouvrent un tout petit peu, ça crée aussi un changement d'air à l'intérieur de la pièce, vous amenez de l'air frais et donc vous faites diminuer le taux de CO2, vous faites diminuer le risque par aérosol. Voilà. Donc, le temps était compté. Je pense qu'il était surtout plus important de pouvoir répondre à vos questions parce que ça, je pense que c'est très important. Et la deuxième chose, c'est aussi de pouvoir adapter ce qu'on a préparé dans notre document par rapport à vos besoins à vous. Ça veut dire que potentiellement, nous, on l'a fait d'un point de vue général, éducation et entreprise, par rapport à la thématique aérosol. Si vous nous faites des retours, on peut essayer de creuser et de vous amener des solutions un peu plus concrètes, encore plus concrètes pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Eric. On va pouvoir sortir du partage d'écran. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées. Alors, on va Eric, si vous pouvez terminer le partage d'écran, c'est parfait. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Michael, je crois que vous en avez vu quelques-unes et que vous aviez peut-être quelques éléments de réponse. Oui, je peux commencer. Première question de Sylvie Lyon. Donc, le R0 chez les jeunes est plus grand malgré le fait qu'il soit peu nombreux à être positif. C'est difficile à dire. Je ne voudrais pas non plus donner de fausses informations. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont contaminés, ils sont contaminants. Probablement que la voie de transmission par les enfants a été très sous-évaluée par rapport à ce qu'elle est réellement. Après, de là à dire qu'ils ont un taux de réplication qui serait plus élevé que les adultes, je n'irai pas jusqu'à dire ça non plus, parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir affirmer ça. Deuxième question de Jérémy Destenave, pardon si j'écorche les noms. Le pouvoir de contamination diffère-t-il en fonction des symptômes ressentis par la personne contaminée? C'est un peu ce que Eric a montré sur la première diapositive quand même, c'est plus quelqu'un va tousser, plus il va émettre de postillons et d'aérosols, donc plus il risque d'être contaminant. Par contre, il y a des études qui ont été réalisées chez des personnes asymptomatiques qui semblent montrer que le niveau de charge virale est la même chez les asymptomatiques que chez les symptomatiques. Donc voilà, le fait d'avoir des mécanismes de tour répétés, forcément, va faire qu'on va émettre plus, mais dans tous les cas, on peut être contaminant même en étant asymptomatique. Il y a une autre question de Corinne Multon qui était quel risque quand on reste à 30 cm pendant 8 heures il y a deux questions là-dedans, en fait, c'est-à-dire la durée. Forcément, plus on reste longtemps, plus on est à risque. Encore une fois, s'il n'y a pas de ventilation et s'il n'y a pas de masque, évidemment, on est à risque majeur. Je pense que c'est une question typiquement d'assistant d'éducation pour élèves en situation de handicap, par exemple. Qui vont être effectivement à côté d'enfants. La proximité, on est à 5 mètres, mais encore une fois, comme l'a très bien dit Eric, le problème, c'est aussi de pouvoir aérer. La distanciation seule, le fait d'être à 3-4 mètres de l'enfant, n'est pas non plus une protection suffisante. Question d'Émilie Resping. Est-ce que le port du masque suffit à empêcher la contamination dans les classes chargées? Alors, c'est nécessaire. C'est obligatoire et c'est très bien, mais c'est probablement non suffisant dans le sens où s'il n'y a pas une bonne aération, on risque quand même d'avoir des contaminations. En tout cas, ça permettra quand même de bien réduire par rapport au fait de ne pas avoir de masque, ça c'est sûr. Et l'autre problème, encore une fois, ça a été très bien soulevé par Eric, c'est les moments où on enlève le masque, c'est-à-dire la cantine, et là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Question de Cindy Gauthier-Morera. J'espère que je réponds bien aux questions, mais je laisserai de la place après. Est-ce que réduire de moitié les classes et poursuivre l'obligation du masque permettrait pour tous une non-contamination? Je ne dirais pas que ça permettrait pour tous une non-contamination, mais en tout cas, ça diminuerait au moins de moitié le risque de contamination, puisque si dans les facteurs qui sont associés, évidemment, plus on a des classes chargées, plus il y a d'aérosols, de postillons, et plus il y a de risque d'être malade. À l'extrême, si on confine tout le monde et qu'il n'y a plus de risque, forcément. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une éducation qui se fasse à l'école autant que possible pour pouvoir, parce que c'est important, l'éducation sur du long terme, évidemment.
Question de Thomas Orlant. Est-ce qu'un masque FFP2 porté correctement limiterait davantage le risque? Le masque FFP2, en fait, les masques chirurgicaux, j'en ai un sous la main, c'est un masque qui va permettre principalement de limiter la sortie. C'est d'ailleurs testé pour ça, c'est testé, validé sur la sortie de postillons d'aérosols. Les masques FFP2, il est un peu trop loin pour que je vous en montre un, mais c'est testé pour limiter l'entrée. Donc les masques FFP2 permettent de protéger principalement le porteur de l'entrée d'aérosols et de postillons vers lui. Ils ont le même pouvoir de filtration en extériorisation de postillons que les masques chirurgicaux. Donc forcément, un FFP2 fait mieux qu'un masque chirurgical. Après, ce n'est pas le même coût et ce n'est pas fourni par vos éducations, mais par le ministère de l'Éducation nationale. Question de Magali Espi qui est faut-il ouvrir les fenêtres en grand, les laisser entrouvertes 8 à 10 cm suffit-il? Et là, je laisse Eric répondre à cette question. Donc. Ouais, merci. Alors, pour faire simple, en fait, ça rejoint aussi d'autres questions qui ont été posées par rapport à l'aspect oscillo-battant. Alors, qu'on soit clair, avoir les fenêtres ouvertes améliorera toujours la situation. La question qui se pose, c'est est-ce que, et je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juin, il y avait la réglementation qui était ouvrez les fenêtres, ouvrez et laissez la porte ouverte dans la salle, la porte de la salle ouverte. Et la raison était de créer en fait un flux d'air qui évacue, en fait, qui modifie la qualité de l'air dans la salle de cours. Et donc c'est là où vous pouvez utiliser réellement, quand vos fenêtres s'ouvrent pas assez, essayer de mettre en place en fait un ventilateur assez bêtement en fait, qui permet en fait de créer un flux. Donc le but c'est toujours faire rentrer de l'air. Donc c'est soit vous avez deux fenêtres, il y en a une où effectivement qui s'ouvre un peu plus, vous mettez un ventilateur qui va faire sortir l'air de la pièce vers l'extérieur et donc du coup mécaniquement de l'autre fenêtre l'air rentrera pour remplacer le flux d'air et vous allez créer votre flux d'air comme ça. Sinon vous pouvez mettre un ventilateur à l'entrée de la salle de cours pour faire sortir l'air de la salle de cours et à ce moment-là ça fait rentrer l'air dans la salle de cours. Évidemment dans le couloir il faut aérer, il faut ouvrir une fenêtre de façon à évacuer en fait cet air potentiellement vicié que vous avez déplacé. Donc c'est tout un ensemble. Les services techniques assez clairs, ils ont des réponses, ils doivent avoir des solutions. Sur le document en fait qui a du site, vous pouvez retrouver toutes ces informations. Il y a de la littérature, il y a de la référence, vous avez aussi tous les ingénieurs et techniciens des techniques de ventilation qui ont contribué. Il y a un document pour toutes les associations des ingénieurs et climatiques. C'est fait, en fait, tout est décrit, et vous pouvez vous rapprocher d'eux. Donc, en fait, on a essayé de faire un condensé, des choses simples. On a essayé de faire aussi des visuels. Une checklist, on a créé une checklist spécifique pour l'école. Vous pourrez aller sur le site, vous verrez. C'est dans la rubrique documents à partager et à télécharger. Vous avez deux documents, une version courte, une version longue. La version longue, c'est peut-être plus pour la direction. La version courte, ça peut être distribué à tous les professeurs pour bien comprendre en fait la thématique. Et puis après, les checklists, c'est simple, on aère. Et puis voilà, comme disait quelque part aussi tout à l'heure Michael, c'est aussi fonction de la distance. On évite d'être trop près, trop longtemps. Le danger, il est réellement l'absence de masse, l'aérosolisation, la charge virale, la répétition et la proximité et le temps. Donc, si vous arrivez à gérer tout ça, le risque diminue de façon importante. Ça fait beaucoup de choses à gérer, mais le risque diminue de façon importante. Le temps d'exposition et la manière dont vous êtes exposé. Si je peux relancer juste une autre question de Claire Thomas, y a-t-il un risque supérieur de contamination lorsque nous faisons chanter 30 élèves en même temps, même avec masque comme cela est prévu en éducation musicale? Alors, pour l'information, je fais de la musique, donc je vais vous répondre, c'est un peu un crève-cœur, mais oui, c'est forcément un risque. Vraiment, j'aime beaucoup la musique, mais je pense que faire chanter 30 élèves en pleine période de pandémie, et surtout, vous avez vu les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est pas raisonnable. Enfin, ça peut attendre. Faites en éducation musicale, faites des dictées, faites écouter de la musique classique, faites de la pédagogie sur ça. Mais faire chanter les élèves, pour moi, c'est pas le bon moment. Ça reviendra.
Merci. Alors, il y a des questions qui continuent d'arriver, mais en attendant qu'on puisse bien les voir, moi, je voulais peut-être relancer un peu sur la question de la demi-pension et sur la question de la cantine et de l'heure du repas, parce qu'on sait, enfin, vous l'avez dit, hein, c'est un temps qui est particulièrement, qui peut être dangereux puisque c'est le moment où on enlève les masques. Et c'est vrai que nous, on réfléchit beaucoup sur l'idée de diminuer le nombre d'élèves présents en même temps dans la salle de demi-pension, ou peut-être étaler un peu les heures de passage des repas. On réfléchit aussi à ce qu'il faudrait faire pour aérer la demi-pension. Est-ce que, d'un point de vue scientifique, je sais pas, Eric, Michael, est-ce que c'est vers ces pistes-là qu'il faut aller, étant entendu qu'il y a aussi pour nous un enjeu social, hein, sur la demi-pension. On a quand même des élèves pour qui c'est le seul repas de la journée, donc c'est quand même important qu'ils puissent déjeuner à la cantine, mais on se pose vraiment la question du nombre d'élèves présents à la cantine en même temps, du nombre d'élèves autour d'une même table, de l'espace entre les élèves qui sont à table, de l'aération de cette salle-là. Voilà un peu les questions qui se posent. Je ne sais pas, Eric ou Michael, si l'un d'entre vous ou les deux veulent préciser peut-être deux, trois choses. Je peux apporter deux, trois petits éléments de réponse, mais effectivement, le fait de ne pas avoir de masque en cantine fait que en fait, ça ruine tout. On va faire tous les efforts possibles et imaginables en classe. Si on laisse les cantines telles qu'elles sont et on remixe toutes les classes ensemble, on a tout ruiné, quoi. J'ai une remarque quand même, par exemple, en EHPAD, un autre extrême de la vie. À l'heure actuelle, tout le monde est confiné et les repas se font en chambre. Donc, il n'y a plus de repas qui sont pris en commun. Alors, c'est très triste et on pourrait en discuter des heures, mais malheureusement, je pense que de toute façon, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Donc les repas pourraient être pris en classe. On pourrait imaginer que les repas soient amenés dans les classes. Les enfants y restent. Ceux qui restent en demi-pension restent sur place. Ceux qui rentrent à la maison rentrent à la maison. Et le repas soit amené ici. C'est pas du tout idéal, j'entends bien, mais déjà, ça permettrait de limiter le brassage interclasse. Ensuite, ça permettrait d'utiliser toutes les classes, donc d'espacer les gens les uns des autres pour qu'ils aient des espaces de, je sais pas, 5-6 mètres entre eux quand ils mangent. On peut imaginer, s'il y a une densité qui est plus importante, d'avoir des plexiglas. C'est ce qui se faisait, hein, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est ce qui se faisait très tôt. On a vu très tôt des images de plexiglas avec des enfants qui mangeaient dans une espèce de petite cabane en plexiglas là, sur leur table. À Singapour ou à Hong Kong, je ne sais plus, mais c'était en février, je pense, et tout le monde disait mais c'est affreux, mais en fait, je pense que c'est une bonne chose finalement. Et puis, bien sûr, bien aérer au moment du repas, je pense que c'est important aussi. Je laisse Eric compléter. Je pense que c'est très clair qu'on ne peut pas faire toutes les mesures de protection au niveau de la classe si au niveau de la cantine on se retrouve. On a tous vu les images, il y a un problème, quoi. Donc évidemment, il y a le fait d'attendre de pouvoir rentrer dans la salle et le fait de la restauration. C'est clair que la restauration, comme je l'ai dit, la partie restauration, le cuisinier doit porter un masque, tout ça, ça doit être effectivement, mais ça fait partie des règles sanitaires. La seule solution, c'est effectivement, je sais que c'est fait par exemple ici à Strasbourg dans certaines, alors dans les classes, effectivement, pas nécessairement les 11-19, mais un peu, ça dépend un petit peu des établissements. Ici, il y a possibilité, les repas sont amenés directement en classe, c'est-à-dire que l'élève, ils arrivent, ils ne bougent pas de leur classe, même pendant le repas. Ils restent, en fait, comme aujourd'hui, pour la partie sociale, on doit avoir la bulle familiale, ils créent en fait ainsi la bulle de l'école, c'est-à-dire la bulle de la classe. Cette classe-là, en fait, elle ne croise personne d'autre. Donc ça, je pense que c'est réellement une très bonne approche. Est-ce que c'est faisable tout le temps? Non, ça c'est inévident. Je pense qu'un des points importants à faire passer, c'est que il n'y aura pas de solution générale pour tout le monde. En fait, tout doit être adapté au bâtiment qui existe, dans lequel vous devez en fait donner cours. Et je pense que c'est réellement cet aspect-là qui est important. Trouver les solutions qui correspondent au bâtiment. Pour la restauration, si vous travaillez avec une société externe, ils peuvent faire des paniers repas. Les paniers repas, dans ces cas-là, eh ben, soit on les mange en classe, soit en fonction, et là c'est toujours la même chose, en fonction de la capacité de l'école, etc. S'il y a de la place, on peut aussi manger dehors. Je pense que c'est pas non, parce que s'il n'y a pas de réfectoire qui permet de pousser les murs, ou si c'est au niveau organisationnel des flux, c'est pas possible, on mange dehors. Donc je veux dire, quelque part, il y a des solutions, et comme dit Michael, en fait, tous ces pays d'Asie, en fait, ont utilisé des techniques très pragmatiques, qui étaient peut-être effectivement des problèmes. Oh, manger dehors, il fait froid, on se couvre. Il n'empêche que eux, ils ont passé la pandémie beaucoup mieux que nous. Donc en fait, il arrive un moment où ça sert à rien de lutter contre un système biologique que vous ne voyez pas, qui vous contamine. Il faut en fait s'adapter pour pouvoir effectivement l'éviter. Voilà. Je dis pas que c'est simple.
absolument pas. Mais je dis qu'absolument, si on ne s'adapte pas, on ne va pas y arriver, quoi. Donc, par contre, la difficulté, c'était effectivement de dire, voilà, remettez le protocole le lundi matin, alors que pendant ça faisait 15 jours, vous étiez en vacances. Donc ça, effectivement, c'est problématique, absolument. Alors, c'est vrai, vous évoquiez toutes les images qu'on a vues circuler depuis quelques jours de ce qui se passe à l'intérieur des établissements, dans les couloirs, dans les cantines. Ça a beaucoup fait réagir. On voit il serait possible effectivement d'aménager des choses, puisqu'on dit c'est quand même un moment important que les élèves puissent déjeuner, en tout cas puissent avoir un repas dans l'établissement. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui étaient arrivées, par exemple celle d'Hélène Vanda sur la durée de vie du virus sur les surfaces et dans l'air, si on avait des informations là-dessus. Une question de Roland aussi sur le fait qu'on a beaucoup en collège et en lycée, on a des disciplines qui se prêtent particulièrement à la manipulation notamment en sciences expérimentales. Donc voilà, quel regard scientifique on peut porter sur ces manipulations. Voilà, qu'il y a quelques questions qui arrivent aussi, peut-être sur lesquelles on pourrait avancer. Moi, j'avais aussi peut-être une autre question sur la cantine, sur le temps de repas, en plus des deux autres questions des collègues. Si on dit que les élèves doivent déjeuner dans la classe, se pose aussi la question de l'aération de cette salle-là, parce que finalement, ça veut dire que, par exemple, ma classe de seconde 8, elle va rester toute la journée dans la salle J210, et il y a aussi finalement cette question de l'aération qui va se trouver démultipliée. Donc, ça fait peut-être 3 questions là sur la durée de vie du virus, les manipulations dans les enseignements, et puis le fait de rester dans la même salle avec la problématique aération. Alors, pour la durée de vie du virus, il y a plusieurs modèles qui existent. Encore une fois, je dirais, vous allez sur le site, il y a une rubrique sur le site qui s'appelle ressources. Dans la rubrique ressources, vous avez documents à télécharger, c'est tout ce que je vous ai dit, les documents, les checklists, même des illustrations. Et vous avez aussi un outil, une rubrique qui s'appelle outils d'estimation du risque. Et là, vous en avez différents. Et là, alors, la plupart sont en langue anglaise. Il y en a un à l'heure actuelle qu'on a contacté, un des auteurs qu'on a contacté, on essaye d'en faire une version française. Mais dans le document, le long document sur la qualité de l'air que vous pouvez télécharger, on montre un pas à pas qui permet en fait effectivement d'estimer votre risque. Il y a aussi un autre lien sur un site américain qui permet aussi d'estimer le risque en fonction de l'hygrométrie dans la salle et donc la température. Donc, le risque, le virus, il n'est pas là pendant 5 jours, surtout dans des conditions de température style 20-22 degrés et trop d'hygrométrie. Et si vous aérez, le virus va partir en fait. L'idée, c'est pas de rester au contact du virus pour essayer de voir comment on arrive à rester non infecté le plus longtemps possible. C'est réellement essayer de le chasser le plus rapidement possible de l'environnement. Par rapport à combien de temps le virus reste sur une surface, ça c'est pareil, c'est aussi modélisé, c'est sur le site, c'est sur un site américain, mais de l'État, enfin de l'administration américaine, mais c'est pareil, vous pouvez, c'est modélisable. Ça va effectivement en fonction de la température, des UV, etc. Tout dépend en fait de sur quel dépôt sur une surface il a été fait. Donc quelque part, je dirais que j'ai vu, il y avait une question par exemple très pertinente parce que très factuelle. Je récupère les copies d'un examen, comment je fais en fait pour corriger mes copies. Je dirais qu'à ce moment-là, les laisser a priori quelques jours, ben, c'est bon, c'est comme il y a une procédure, hein, c'est comme pour les masques, hein, vous les laissez reposer entre guillemets, et même si vous avez eu des virus dessus, au bout d'un moment le virus n'est plus contaminant. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi après, ben, si vous corrigez vos copies, ben, faites attention, lavez-vous les mains, mettez pas vos mains à la bouche, etc. pendant le temps que vous corrigez les copies. Il y a tout, effectivement, ça nécessite d'avoir à la mise en place de réflexes qu'on n'a pas nécessairement quand on n'est pas lié à la recherche ou lié aux professions médicales, mais c'est quelque chose qu'il faut effectivement apprendre. L'apprentissage ne se fait pas que pour les enfants, il se fait aussi pour les adultes. Voilà. Si Michael, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste peut-être rebondir quand même là-dessus sur les copies. A priori, quand même, les retours qu'on a majoritairement, c'est des gens qui disent je me suis contaminé en mangeant avec les collègues, etc. On a quand même relativement peu de gens qui disent je me suis contaminé, mais je ne sais pas comment. Voilà. Sans doute que en théorie, on peut se contaminer avec les copies. En pratique, je pense que le fait qu'elles se soient un peu reposées, le fait que vous n'allez pas
toujours mettre la main à la bouche. Au pire, vous pouvez les corriger avec un masque, ça limitera le fait de manuporter le virus. Et vous lavez les mains avant, après, si vous voulez vraiment être sûr. Je pense que le risque est quand même assez faible, quoi. On peut quand même être rassuré là-dessus, je pense. Il y a trois autres questions aussi, peut-être, auxquelles on peut répondre. C'était l'élection nationale doit fournir des masques FFP2 aux personnes à risque, il faut les réclamer. Nous sommes d'accord. Les personnes à risque, le médecin du rectorat m'a dit que la seule solution est l'arrêt maladie, car le recteur ne veut pas de télétravail. Elle a esquivé lorsque je lui ai parlé d'ASA et a insisté sur arrêt maladie. C'est compliqué. Alors, en fait, ça dépend. Soit si vous êtes une personne qui vit avec une personne à risque, vous ne pouvez plus être en arrêt maladie. Ce que dit l'éducation nationale, c'est sur servicepublic.fr. C'est que vous pouvez avoir un protocole qui est renforcé. Donc, si le télétravail est possible, c'est bien. Sinon, masque plus visière éventuellement. Il ne parle pas des FFP2 sur ça, mais la même chose, c'est si par contre c'est vous qui êtes une personne à risque, théoriquement, vous pouvez être en ASA, à ma connaissance. Je ne pense pas qu'il y ait d'exception pour l'éducation nationale. Oui, tout à fait. Effectivement, les choses évoluent, enfin, d'ailleurs, évoluent de manière assez problématique, puisque c'est des informations définitives qu'on a eues dimanche soir, quelques heures avant la rentrée. Donc, ça participe aussi de tout ce qui se passe dans l'éducation nationale. Alors, en voyant un peu les questions, puis l'heure qui tourne aussi, moi, je voulais revenir quand même sur la question du demi-groupe et du fait de diviser les classes par deux. C'est quelque chose que beaucoup de professeurs demandent ces derniers jours. Il y a vraiment de plus en plus d'actions pour dire c'est quand même la priorité de diminuer le nombre d'élèves dans la classe. Pour l'instant, on a parfois un certain nombre de refus, on n'a pas de réponse claire de la part du ministère. D'un point de vue scientifique, diminuer par exemple le nombre d'élèves présents dans l'établissement par deux, diminuer le nombre d'élèves dans une classe par deux, j'imagine que ça fait partie des éléments incontournables. Mais on commence à avoir des réponses de la part de rectorat, peut-être de la part du ministère, je ne sais pas, qui nous disent finalement, le plus important, c'est non pas de diminuer le nombre d'élèves dans la classe, mais de diminuer le nombre d'élèves dans les couloirs et en fait dans les lieux un peu collectifs. Et finalement, ce qui se passe dans la classe, ce n'est pas grave, vous pouvez être un peu plus nombreux, pas nécessairement en demi-groupe, à la limite, vous pouvez même être en classe entière, c'est-à-dire pour nous, les classes entières, c'est quand même 30 à 35 élèves dans une petite salle où bien souvent, il n'y a pas beaucoup de place, toutes les tables sont occupées, etc. Et finalement, il faut juste qu'il y ait moins d'élèves dans les couloirs. Donc, c'est vrai que moi, par rapport à cette demande qui est la nôtre de demi-groupe, c'est-à-dire de passer de groupes non plus de 35, mais des groupes à 15, 16, 17, voilà, est-ce que ça semble vraiment être quelque chose qui va permettre, qui fait partie de cette stratégie pour protéger un peu tout le monde. Et par rapport aux réponses qui nous sont apportées, qui sont de dire finalement, ce n'est pas la classe le plus important, vous pouvez rester à 30, 35 en classe, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait moins de monde dans les couloirs. Est-ce que d'un point de vue scientifique, cette différence entre la salle de classe et les couloirs, c'est quelque chose qui peut s'entendre? Parce que c'est vrai qu'au premier abord, on a trouvé ça un peu bizarre comme réponse, parce que quand même 35 élèves dans une salle, peut-être pas forcément très bien aérée, ça pose question. Voilà. Je pense qu'on a déjà pas mal répondu. Les élèves sont contaminés, les élèves sont contaminants. Avec la courbe tout à l'heure d'Eric sur le CO2 dans les classes, on voit bien que c'est mal ventilé. Donc oui, la salle de classe est un lieu de contamination au même titre que les couloirs. Peut-être moins que les cantines à l'heure actuelle, si on veut extrapoler. Enfin, c'est une théorie, j'en sais rien. On n'a pas de preuves, on ne sait pas à quel endroit ils se contaminent. Et d'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, le ministère, pardon, ne peut pas savoir si les enfants qui se sont contaminés à l'école, parce qu'il y a des clusters dans les écoles, dans les collèges et lycées, ils existent. On ne peut pas savoir si ces clusters sont nés dans la salle de classe ou s'ils sont nés dans les couloirs ou ailleurs. Enfin, vous voyez, donc oui, bien sûr, réduire à demi-groupe sur le plan scientifique, mais c'est une évidence que ça va réduire la contamination. Après, se posent d'autres questions auxquelles on ne peut pas répondre, qui sont des questions plus éducatives, que faire de l'autre demi-groupe, des questions sociales pour les parents qui travaillent. Alors bon, les lycéens, ils sont un peu autonomes en général, mais les collégiens ont quand même, s'ils ne sont pas à l'école, il faut quand même que quelqu'un s'occupe d'eux probablement. Donc voilà, à ça, forcément, on n'a pas de réponse à apporter.
Alors, je sais pas, effectivement, les questions ont été pas mal traitées. On va bientôt s'approcher de la fin. On va voir s'il y a d'autres questions qui arrivent, mais ça nous permet vraiment de faire un point aussi sur la situation dans l'éducation nationale, hein. Rappeler qu'on a ce fameux protocole renforcé si possible, parce que ça a souvent été l'adjectif prévu que Jean-Michel Blanquer a dit, hein, un protocole sanitaire renforcé si possible. On a bien vu à travers tous les témoignages ces derniers jours que on avait encore tous nos élèves dans les salles de classe, dans les établissements scolaires, à la cantine. Tout le monde a vu ces photos, notamment sur le hashtag Balance ton protocole. Donc, il y a vraiment une situation qui, pour nous aujourd'hui, en tout cas là, en tant que SNES FSU, en tant qu'organisation syndicale, ne nous semble pas tenable sur le long terme. Et c'est vrai que ce qui revient beaucoup, en tout cas nous, ce qu'on demande, c'est effectivement de passer sur des demi-groupes, de diminuer le nombre d'élèves présents dans l'établissement scolaire et de réfléchir à une réorganisation de la cantine. Donc, ça rejoint un peu ce qui a pu être dit. Et c'est vrai que la question de l'aération revient aussi beaucoup, d'autant plus, et je finirai peut-être par cette question-là, nous, on l'apporte, hein, cette question depuis un moment. Jean-Michel Blanquer a répondu en début de semaine en disant qu'il existait une étude sur l'utilisation des purificateurs d'air qui montrait que finalement, c'était pas si utile que ça pouvait même favoriser la diffusion du virus. Après vérification, il semble que ce soit une étude qui date de 2017. Est-ce qu'il y a, alors vous avez déjà pas mal répondu, hein, en exposant un certain nombre de choses, mais quand on voit ce que font d'autres pays, il semble quand même que ces purificateurs d'air soient quelque chose qui soit utile et pas forcément à balayer d'un revers de la main comme ça a pu être fait en début de semaine. Alors en fait, on va être bien clair. En fait, l'étude à laquelle le ministre faisait référence, alors de ce qui est publié, parce qu'il a peut-être des études que nous on n'a pas vues, mais semblait être une étude de l'ANSES qui disait en fait, qui était par rapport en fait, à la nécessité de réguler les soi-disant purificateurs d'air. Ça datait de 2017 parce qu'effectivement, il y avait différentes techniques utilisées. Et effectivement, les purificateurs à UV, vous générez de l'ozone. Dans un lieu clos, c'est irritant pour les poumons. Il y avait des purificateurs à catalyseur, vous générez aussi des molécules qui peuvent être irritantes. Donc, c'est global. Maintenant, les purificateurs d'air qu'on a mentionnés dans notre document, qui sont des purificateurs sur filtre EPA, ou alors des purificateurs avec des ionisateurs qui, eux, ont même eu des certifications par le Covid. Il y en a certaines. Il y a certains modèles, en plus de sociétés françaises. Donc, en fait, je pense que les purificateurs d'air sont un appoint, mais comme j'ai dit dans le document, comme on le dit dans le document, en fait, ça vient en soutien d'un système global, et c'est surtout pour les salles qui sont réellement fermées. Il y a des manières de mettre le purificateur d'air dans une salle au centre, on le met proche du prof parce que c'est lui qui a tendance à le parler le plus par rapport aux élèves. Voilà, il y a tout un ensemble de choses à faire. Encore une fois, le protocole de l'éducation nationale est pas mauvais mais il est absolument pas assez poussé. Je veux dire, aérer vos pièces, vos salles avant les cours et après les cours, c'est effectivement une base. Mais après, il faut pas croire que la salle reste non contaminante et en particulier quand il y a des élèves à l'intérieur. C'est là où effectivement le danger est maximal. Voilà. Peut-être ce qu'on peut proposer avec Michael, c'est que si jamais il y a d'autres questions qui viennent, vous faites une liste et on fait faire un échange par mail. Et en particulier, cette liste-là, après, on pourra aussi rajouter une rubrique au site sur les questions fréquemment demandées ou posées dans un contexte d'éducation nationale, et on le met sur le site. Et à ce moment-là, vous pourrez toujours après partager ça pour un plus grand nombre. Ben, merci beaucoup. Je pense que l'appel a été bien entendu. On a recensé un certain nombre de questions et puis on va continuer. Il y a eu beaucoup de réponses qui ont été apportées d'ailleurs. Merci beaucoup. On va continuer de les recenser et à échanger. On arrive au bout de ce live qui était un peu particulier pour nous au SNES, puisque c'était la première fois qu'on faisait comme ça cette expérience de parler à plusieurs voix, mais ça nous semblait vraiment indispensable dans le contexte actuel. Je tiens vraiment encore à remercier une nouvelle fois Michael et Eric pour leur disponibilité, parce que je sais que les emplois du temps sont très, très chargés. Donc, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour répondre à nos questions. Tout ce direct avec ces questions-réponses sera bien évidemment disponible en replay.
sur la page Facebook du SNES et sur les réseaux sociaux du SNES. Et puis, on va organiser la poursuite de cet échange sous la forme de questions-réponses, puisque je pense qu'on arrive quand même à tous être d'accord sur le fait que le protocole sanitaire doit être renforcé dans l'éducation nationale, puisque la priorité, c'est bien de protéger les élèves, les professeurs, tous les adultes d'un établissement scolaire et leurs familles, puisque en tout cas, il s'agit pour nous vraiment de pouvoir laisser des établissements ouverts, vu le rôle important de l'école, et surtout quand on a vu les effets négatifs du confinement et de l'école à distance. Donc, merci vraiment pour votre éclairage. Merci à tous pour vos questions. On se retrouve très bientôt, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Alors.